Commençons en fanfare avec le fameux argument « Oui, mais les poules, elles n'ont pas inventé le GPS ». Alors on va exclure le fait que vous non plus, vous n'avez pas inventé le GPS, mais de toute manière, à quoi ça sert d'inventer le GPS quand vous êtes déjà capable de capter le champ géomagnétique local? Parce que oui, les poules possèdent un compas magnétique qui est calé sur le champ géomagnétique local et qui ressemble énormément à celui des petits passereaux, notamment celui des rouges-gorges. D'ailleurs, on pense que ce sens à l'origine a probablement évolué chez un ancêtre commun et sert à se localiser dans l'espace immédiat, c'est-à-dire à repérer l'endroit où on doit percher, là où on peut trouver de l'eau, là où on trouve la nourriture, plutôt que pour la migration, parce qu'on le retrouve chez plein d'oiseaux, comme les poulets, qui ne sont pas de très grands migrateurs. Cette aptitude a été démontrée sur deux études dont les protocoles sont à peu près équivalents, qui ont été réalisées en 2005 et 2007, où des poussins sont mis dans des boîtes dont les angles sont localisés aux points cardinaux. Donc il y a un angle au nord, un angle au sud, un angle à l'est et un angle à l'ouest. Dans chaque angle, il y a des petits écrans opaques. Les poussins ont été habitués à aller chercher une petite balle de ping-pong rouge derrière l'écran qui est au nord. Donc les poussins sont mis dans la boîte, on cache derrière l'écran du nord la petite balle de ping-pong et on s'aperçoit qu'effectivement, sans aucun autre indice, les poussins vont bien en direction de l'écran du nord et aussi un petit peu en direction du sud. Ensuite, les chercheurs ont un peu poussé le vice et ils ont décalé le champ géomagnétique local de 90 degrés. Alors pour ceux que les détails techniques intéressent, en fait, ce sont deux grosses bobines de Helmholtz qui font 2 mètres de haut avec des grosses bobines de cuivre et qui ont donc permis de décaler le nord à l'est pour l'environnement immédiat des poussins. Et on s'aperçoit dans l'étude qu'effectivement, les poussins arrêtent de se diriger vers l'écran du nord et cette fois-ci se dirigent vers l'écran de l'est, puisque pour eux, l'écran de l'est devient l'écran qui est au nord. C'était la première fois qu'on pouvait démontrer pour de vrai que les poules et les coqs sont capables de repérer le champ géomagnétique local. Et au début, on pensait que c'était la magnétite dans leur bec qui leur permettait de se repérer, mais il semblerait, d'après des études plus récentes, que ce soit en rapport avec des longueurs d'onde. Manifestement, ils auraient des photopigments qui leur permettraient de capter ça, puisqu'on se rend compte que selon la couleur de la lumière qui est mise dans la boîte, eh bien, ils peuvent y arriver ou ils peuvent complètement échouer. Si on éclaire uniquement en rouge, à ce moment-là, les poussins n'arrivent plus du tout à se diriger, alors que si on éclaire en bleu, eh bien, à ce moment-là, les poussins arrivent à nouveau à utiliser le champ géomagnétique. Ces photopigments, qu'on appelle des cryptochromes, si vous voulez vous la péter en soirée, mais c'est pas facile à sortir, seraient localisés sur les cônes UV des yeux des oiseaux. Mais on va en reparler tout à l'heure quand on reviendra sur la vision. Donc le GPS, c'est super, quand il n'est pas équipé à l'origine. Mais les poules, elles l'ont de série. Suite! Est-ce que les poules sont de fins gourmets? Ont-elles le nez d'un œnologue et le palais d'un grand chef? Il faut savoir que je suis très fier d'avoir réussi à dire le nez d'un œnologue. Eh ben c'est dur à dire en fait, et les probabilités vont plutôt dans le sens que non. Mais on n'est pas vraiment très sûr non plus. Le fait est que les poules possèdent très peu de bourgeons gustatifs, environ 350, quand on le compare à d'autres animaux dits de ferme, par exemple les cochons, qu'on possède plus de 20 000, ou nous, comme animaux de ferme... Vas-y, tue-moi, quoi. Le fait est que les poules et les coqs possèdent en réalité assez peu de bourgeons gustatifs, puisqu'ils en possèdent à peu près 350, quand on compare à un cochon qui en possède 20 000, ou qu'on compare à un humain qui en possède 8 000. Mais après, il faut aussi faire le ratio entre la taille de la cavité buccale et le nombre de bourgeons gustatifs. Donc c'est possible aussi qu'ils captent quand même pas mal de goût. Le truc, c'est qu'ils sont plutôt placés sur le fond de la gorge, sur l'arrière de la langue, ce qui fait qu'il est assez probable en fait que quand ils ressentent le goût, l'aliment il est déjà engagé dans sa destination finale. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs c'est important que la mère explique aux petits ce qui se mange ou ce qui se mange pas, parce qu'il y a des fois c'est un peu trop tard quoi. On peut lire d'ailleurs dans les études que les poulets sont particulièrement sensibles au calcium, au gras et aux protéines. C'est super bizarre dit comme ça. Un petit goût de calcium. Tu peux me repasser la soupe aux protéines s'il te plaît? Donc en fait non, évidemment ça se passe pas comme ça. Bien entendu, ça doit correspondre à d'autres goûts. Par exemple, pour nous, les carbohydrates simples, en fait c'est ce qu'on appelle du goût sucré. De même que ce qui est acide nous paraît acide, ce qui est amer nous paraît amer. Oui, c'est évident, c'est nous qui avons donné les noms, donc forcément ça colle bien. Donc par exemple, les acides aminés nous paraissent beaucoup plus savoureux, alors qu'une très grande partie des choses qui sont toxiques pour nous paraissent amères. Donc il faut bien penser à la différence entre ce qui provoque objectivement l'envie de manger quelque chose et ce que l'individu ressent subjectivement. Donc en fait, pour conclure, il n'y a rien de super certain au niveau du goût. Pour l'odorat, pareil, il n'a pas été énormément étudié. C'est particulièrement étonnant d'ailleurs parce que, en fait, la version sauvage est un animal de sous-bois. Les poules et les coqs sont des animaux de sous-bois. Donc des endroits où la lumière est assez ténue et la visibilité n'est pas excellente. En général, ces espèces,
elle s'appuie plutôt sur le sens de l'odorat que sur celui de la vue. Ce qu'on sait, c'est que leur cavité nasale est très développée et que la structure à l'intérieur est quand même assez similaire à celle des mammifères. Néanmoins, les bulbes olfactifs des gallinacés sont en général assez petits. Et les poules et les coqs sont, chez les gallinacés, ceux qui ont les bulbes olfactifs les plus gros. En plus, on s'est aperçu qu'ils avaient une très grande quantité de gènes qui étaient liés à la réception olfactive. Quelques études ont montré qu'on pouvait utiliser des stimuli odorants pour apprendre à une poule, par exemple à éviter un aliment ou aller à un endroit particulier qui sent une odeur particulière. Une étude de 2002 montre par exemple que si on habitue des poussins à une odeur de vanille quand ils sont petits, et qu'ensuite on veut les inciter à aller dans un endroit qui est anxiogène, par exemple ils ont vécu dans une pièce fermée et ensuite on veut les faire sortir à l'air libre, eh bien ils vont énormément hésiter à sortir, et bien si on diffuse de la vanille à ce moment-là dans l'espace libre, eh bien ils auront beaucoup moins peur et ils auront une plus grande tendance à se disperser dans l'endroit qui sent la vanille. On sait qu'ils mémorisent l'odeur de leur nid, l'odeur de différents environnements, et on commence à découvrir qu'il est probable qu'ils aient aussi des profils olfactifs individuels, un peu comme nous, on a chacun notre propre odeur. On suppose également qu'il est probable que d'autres comportements transmettent également des messages olfactifs. Par exemple, lorsqu'ils se font des parades, ou lorsqu'ils font du preening, c'est-à-dire qu'ils se picorent dans les plumes, eh bien il est possible qu'il y ait une communication olfactive à ce moment-là. On n'a pas de preuves chez ces animaux-là, chez les poules et les coqs, mais on a des indices chez d'autres oiseaux, et clairement c'est des comportements qu'on retrouve chez les mammifères. Franchement, elle est pas cool cette vidéo, et depuis 5 minutes je vous tiens la jambe à vous dire qu'en fait, on connaît rien. En même temps, soyons clairs, il y aurait tellement de choses à savoir sur le comportement animal qu'en fait on n'en connaît qu'une infime partie. Mais heureusement on en connaît de plus en plus puisque 1. La science se développe et on connaît de plus en plus de choses, et 2. On est de toute façon en train de tuer la quasi-totalité des autres espèces, donc ça en fait moins à découvrir. Et suite! Pour le sens du toucher, je vais d'abord commencer à régler la question de la douleur. Alors évidemment, comme il s'agit d'une autre espèce que la nôtre, c'est toujours extrêmement compliqué de savoir exactement ce qui se passe dans leur tête. Mais on a maintenant des indications vraiment très fortes sur le fait que les poules ressentent la douleur de manière assez proche de celle des mammifères. D'ailleurs, plutôt que de paraphraser ce qui a déjà été dit, je vais me contenter de citer un spécialiste de la douleur chez les animaux, Michael Gentle, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, puisqu'il est l'un des co-auteurs de l'étude pionnière sur l'existence de la douleur chez les poissons. Et Michael Gentle, dans une de ses études de 2011, dit: les composantes cognitives de la douleur, établies dans différents travaux, apportent la preuve d'une perception consciente de la douleur, qui est probablement similaire subjectivement à celle des mammifères, et donc tout autant pertinente d'un point de vue éthique. Ok, c'était pas vraiment une photo de Michael Gentle. J'en ai pas trouvé. C'est pas vrai. Je les ai même pas cherchés. Je voulais mettre une photo de Simone Baker. Bon, en fait, de toute façon, depuis une vingtaine d'années, on a quand même un paquet d'études qui nous montraient déjà que les poules et les coqs ressentaient de la douleur lorsqu'on leur coupait le bec, ce qui se fait régulièrement dans l'industrie. Simplement parce que dans le bec, en fait, on a les fameux nocicepteurs, les récepteurs de la douleur, qui sont équivalents à ceux qu'on retrouve chez les mammifères. Et justement, pour vraiment parler du sens du toucher, je vais m'arrêter sur le bec. Dans une étude en 85 sur le Bill Tip Organ, Michael Gentle, encore une fois, a découvert que sur le bout de la mandibule du bas, il existait des corpuscules de Herbst et de Grandi. Vous avez une belle jambe, hein? Et en fait, ce sont des mécanorécepteurs, c'est-à-dire des récepteurs du toucher sur le bout du bec. Donc en résumé, ils ont un doigt au bout du bec qui leur permet de sentir ce qu'ils s'apprêtent à saisir. Donc dans l'industrie, quand ils pratiquent ce que l'on appelle l'épointage ou le débécage, c'est-à-dire la section du bout du bec, non seulement on provoque une douleur, mais en plus on les prive d'un sens complet si on sectionne le bout de la mandibule du bas. Bon, je veux bien qu'on dise que c'est cafard et que je suis en train de plomber l'ambiance, mais il faut quand même garder en tête qu'ils sont en train de subir ça maintenant à une échelle complètement astronomique. Sinon, pour remonter l'ambiance, vous pouvez aller vous balader sur YouTube et vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de vidéos qui montrent que les poules aiment énormément les câlins. Ok, let's switch, on va aller écouter ce qu'elles ont à nous dire côté de l'audition. Bonjour jeunes enquêteurs. Voici une photo de poule. Saurez-vous retrouver où se trouve son oreille? Bon ok, celle-là elle est facile, mais je dois admettre que je l'ai truquée. Avec un certain talent, je dois dire. Voilà une vraie photo. Alors? Ouais, donc je vous présente le trou de l'oreille, avec autour des plumes qui servent à protéger le conduit, mais qui n'obstruent pas le son. Et en dessous, le truc bizarre là, c'est le lobe d'oreille de la poule. Oui, elles peuvent mettre des boucles d'oreille. Non, elles le font pas. Parce qu'elles n'ont pas d'argent. Donc les poules et les coqs sont sensibles dans une zone qui va de 3000 à 5000 Hz, donc là c'est la sensibilité maximum, mais en gros on pense qu'ils entendent de 15 Hz à 10 000 Hz. Maintenant, toutes les études sont pas d'accord, ils critiquent tous les protocoles les uns les autres, mais en gros c'est à peu près dans cette zone-là. Pour donner une idée, les humains, eux, peuvent monter jusqu'à 20 000, sachant que l'adulte moyen, qui entend pas forcément super bien, comme votre serviteur par exemple,
ça doit s'arrêter vers les 8000 Hz. Nous, notre sensibilité optimale se situe entre 1000 et 4000 Hz, avec vraiment un pic entre 1000 et 2000 Hz, qui est à peu près la fréquence d'une conversation normale. Les poules, elles, possèdent environ une trentaine de sons, qui s'échelonnent entre 400 et 6000 Hz. Donc en fin de compte, les poules ont une audition qui n'est pas forcément très éloignée de la nôtre. Ces sons leur permettent de communiquer efficacement entre elles et entre eux de manière fine et précise. Mais il y aura une vidéo complète qui sera dédiée uniquement au langage chez les poules et les coqs, donc je laisse ça de côté pour l'instant. Et maintenant, on va aller voir le truc le plus impressionnant, la vue. Allons d'abord voir du côté de l'humain. Donc le champ de vision de l'humain, c'est 210 degrés, avec 120 degrés en vision binoculaire, et entre 3 et 5 degrés de vision précise dans la zone fovéale. Donc la zone fovéale, c'est, comme je viens de le dire, la zone la plus précise, c'est là où votre résolution est la meilleure. C'est d'ailleurs pour ça que quand quelque chose bouge, immédiatement, ça attire votre regard et vous orientez vos yeux dans cette direction-là. C'est pour mettre cet élément dans votre zone fovéale. Donc la fovea est peuplée de petits cônes qui nous permettent de recevoir les couleurs. Donc les cônes qui nous permettent de recevoir ce qu'on appelle le vert, ce qu'on appelle le bleu, ce qu'on appelle le rouge. Pourquoi je dis ce qu'on appelle? Simplement en fait parce qu'ils sont calibrés sur certaines longueurs d'onde particulières. Et par exemple, le bleu chez nous n'est pas forcément le même bleu que chez la poule ou que chez un autre animal. D'ailleurs, le rouge a des propriétés très particulières chez les poules puisqu'on observe des réactions de l'œil à des flashs de lumière rouge qui n'existent pas chez les humains. Le reste de la rétine, lui, est peuplé de bâtonnets qui permettent d'améliorer la vision nocturne, mais qui ont une résolution d'image complètement pourrave. Par exemple, là, vous me regardez, vous me voyez net, mais vous voyez également ce qui est à côté de moi et vous voyez ce qui est à côté de votre écran. Mais vu que vous n'êtes pas en train de regarder précisément ces endroits-là, ils n'ont pas une résolution fantastique. Maintenant, les poules. Alors, je règle tout de suite la question de pourquoi les oiseaux avancent en faisant comme ça. C'est simplement parce que eux, leurs yeux sont fixes dans les orbites et que nous, on a des mécanismes pour stabiliser et fluidifier l'image, même quand on marche comme ça. Eh bien, eux ne l'ayant pas, en fait, ils sont obligés de faire ce mouvement de tête de manière à stabiliser l'image, sinon ils auraient le mal de mer en permanence quand ils marchent. Les poules, c'est 330 degrés de vision, dont 26 degrés en binoculaire. Ce qui veut dire que là, on est quasiment en vision panoramique. Leur acuité visuelle, c'est-à-dire la capacité à discriminer deux éléments à une certaine distance avec un certain contraste, typiquement ce qu'on fait chez l'ophtalmo quand on essaie de lire les petites lettres écrites en noir sur blanc sur un tableau, eh bien chez les poules, l'acuité visuelle a l'air d'être à peu près de 25% de la nôtre. C'est-à-dire que globalement, elles sont relativement myopes. Même si toutes les études ne sont pas d'accord et celles qui donnent ces résultats-là donnent des résultats assez faibles chez les mammifères. Mais bon, on a un consensus sur le fait que leur acuité visuelle est quand même moins bonne que la nôtre. Ah, et leur vision nocturne est complètement naze. On pourrait se dire, bon, en gros, la vision des poules est pourrave. Ben voyons. Pour résumer ce qu'on vient de dire, on a une acuité visuelle qui est meilleure, on a un champ de vision binoculaire qui est un peu plus élevé également, et on a une meilleure vision nocturne. D'ailleurs, chez les mammifères, il faut savoir que c'est une exception chez les primates, ça. Les mammifères sont en général des animaux qui se réfèrent plutôt à l'odorat, et donc qui ont une assez mauvaise acuité visuelle, et encore moins une vision à 3 couleurs comme nous. Les poules ont un champ de vision largement plus étendu que le nôtre, mais surtout, elles captent un spectre de couleurs bien supérieur. Les oiseaux, poules y compris, possèdent 4 cônes. On a les cônes pour le rouge, le bleu et le vert dont on parlait tout à l'heure, mais on a également des cônes qui permettent de voir dans l'ultraviolet. Ce qui fait que par exemple pour 2 couleurs rouges, une avec de l'ultraviolet et l'autre sans ultraviolet, bah pour nous c'est 2 fois la même couleur, pour des poules c'est 2 couleurs complètement différentes. J'ai dit 4 cônes? Autant pour moi. Il existe également un double cône qui permet d'améliorer la vision des mouvements. D'ailleurs, leur rapidité d'accommodation est très largement supérieure à la nôtre, et leur rapidité de mise au point, leur espèce d'autofocus, est 8 fois plus rapide que celui de l'être humain. De plus, des études assez récentes montrent que leur capacité de discrimination temporelle semble être plus fine que la nôtre, c'est-à-dire qu'en une seconde, elles prennent beaucoup plus d'informations. En résumé, leur monde serait probablement un peu ralenti par rapport au nôtre. D'ailleurs, d'autres espèces, comme les pigeons, ou certains insectes, ou certains poissons, ont une discrimination temporelle encore plus fine, ce qui veut dire que pour eux, le monde est encore plus ralenti que le nôtre, puisqu'ils prennent beaucoup plus d'informations en une seconde que nous. C'est par exemple pour ça que, quand vous arrivez sur un pigeon en voiture et que le pigeon ne décolle pas, vous vous dites « Putain, mais il va jamais partir !» et il part à la dernière seconde. Mais c'est parce que nous, on a la sensation d'arriver vite sur lui. Mais le pigeon, il se dit « Oula, cool, la voiture, elle arrive. J'ai le temps !» Et d'ailleurs, cette capacité à percevoir très rapidement les mouvements fait que les poules ne sont pas soumises à certaines illusions d'optique, comme celle-ci. Regardez bien le point noir au centre de l'image.
Et une fois que ça aura fini de tourner, continuez à regarder le point. À la fin, vous allez avoir la sensation que l'image tourne dans le sens inverse de son sens de rotation initial. C'est ce qu'on appelle le motion after effect. Si vous étiez en train de le faire avec une poule à côté de vous, la poule vous regarderait en vous disant « T'es con ou quoi, elle tourne plus l'image ». Vous aurez d'ailleurs sûrement noté la présence de Nicolas Cage dans cette image, car oui à Cage en poule, mais non aux poules en cage. Je vais peut-être pas le garder celui-là. Hein. Fun fact, sur des illusions d'optique comme celle d'Ebbinghaus, les poules ont l'air d'avoir un traitement très différent d'une autre. Par exemple, nous, dans cette illusion-là, on a la sensation que le cercle central qui est entouré par les petits cercles est plus grand que celui qui est entouré par les grands cercles. Eh bien, on se rend compte que chez les poules, c'est l'inverse. Il ne faut pas faire les malins, parce que notre perception, elle est fausse aussi, les deux, ils font la même taille. Pour résumer, elles détectent tellement bien les mouvements que par exemple un tube néon qui est un peu en fin de vie, que nous on voit à peine clignoter, bah pour elles c'est une soirée disco avec des stroboscopes à fond. Les poules ont également des éléments dans les yeux qu'on appelle des gouttes d'huile et qu'on retrouve chez les lézards, chez certains poissons et chez les oiseaux, mais qui est totalement absent des mammifères placentaires. Ces gouttes sont colorées, rouge, orange-jaune et jaune-vert, et servent de filtre. La lumière est obligée de les traverser avant d'atteindre la rétine. Donc elles permettent de protéger des radiations UV, et elles améliorent l'acuité visuelle et la détection des champs magnétiques. Elles servent également à bloquer toutes les longueurs d'onde qui provoquent des aberrations chromatiques. Par exemple, une journée au ski avec un grand soleil, on a le soleil qui se reflète sur la neige, ça fait des halos lumineux, des effets flous un peu partout. Bah pour une poule, ça n'existe pas ça. Le décor est parfaitement net. Du coup, entre ces gouttes et la répartition des cônes qui sont plus dispersés dans la rétine que chez nous, eh bien les poules ont des parties des yeux qui sont plus spécialisées pour voir certaines couleurs que d'autres. D'ailleurs, il faut savoir que leur discrimination des couleurs, elle est 2 fois supérieure à la nôtre. En gros, elles voient à peu près 2 fois plus de couleurs que nous. Ah oui, au fait, j'ai oublié. On a parlé de la fovea, vous savez, la zone où on voit net, là. Bah les poules, elles en ont 2, par œil. Ce qui leur permet de regarder 2 choses en même temps. L'une est plus adaptée à observer les choses qui sont loin, et l'autre à celles qui sont près. C'est pour ça que quand vous vous approchez d'une poule, vous la verrez souvent incliner la tête. Et ben en fait, c'est parce qu'elle vous aligne dans la bonne fovea. Ah, et puis un autre truc. Notre cerveau, comme celui de très nombreux autres animaux, est latéralisé. C'est-à-dire qu'il y a un hémisphère qui est plus spécialisé dans certains domaines et l'autre dans d'autres domaines. Et bien chez les poules et les coqs aussi, mais c'est encore plus marqué que chez nous. Du coup, avec l'œil gauche et l'hémisphère droit, les coqs vont observer les prédateurs, et avec l'œil droit et l'hémisphère gauche, ils vont être en train de faire la différence au sol entre les grains qui peuvent se manger et puis les graviers qui, eux, se mangent pas trop. Le degré de latéralisation a une très forte importance sur le développement cognitif du poussin à l'âge adulte. C'est pour ça que déjà, l'embryon, lorsqu'il se développe dans l'œuf, se développe avec l'œil droit collé contre la coquille, de manière à recevoir un maximum de lumière. Mais ça sera sujet de la prochaine vidéo. Ah, au fait, si jamais l'embryon ne reçoit pas suffisamment de lumière parce que par exemple l'œuf est à l'envers, eh bien à ce moment-là, l'embryon émettra un son pour demander à la mère de retourner l'œuf, alors qu'il n'est pas né. Mais ça sera sujet de la 3e vidéo.